Tanger, cette colombe perchée sur l'épaule de l'Afrique, est un lieu de convoitise où se sont succédées de nombreuses civilisations et cultures. Phéniciens, Carthaginois, Mauritaniens, Romains, Vandales, Byzantins, dynasties du Maroc, Arabes d'Égypte, de Tunisie et d'Espagne, se disputent tour à tour la souveraineté de la ville. Après 3 tentatives et 3 échecs, les Portugais s'en emparent, puis les Espagnols et de nouveau les Portugais, puis les Anglais, les Français, avant de devenir internationale et enfin marocaine. Tanger est la ville multiculturelle. Au Petit Soko, ça a été dans le sens indien. Il y avait les gitanes, des hommes gitanes avec leurs chapeaux, leurs costumes, leurs chaînes, tout ça. Ils vendent les tissus pour les costumes d'hommes. Ils vendent des chaînes, des montres. Et il y avait des juifs aux 2 côtés de Petit Soko pour changer l'argent. Tout l'argent du monde, vous pouvez la changer. Cette table, petite. Comme ça, dans la rue, c'est pas une boutique. Non, non, un à côté de l'autre. Alexandre Dumas fils a laissé son souvenir au Petit Soko, où, longtemps après son passage, un vieil illusionniste catalan récitait encore des passages de la Dame aux camélias. Souk Bara, le Grand Soko, une grande place typiquement marocaine, bordée de cafés, de petits restaurants, de boutiques d'épices et d'agrumes. Les jours de souk, on peut toujours y voir les paysannes rifènes décrites dans les récits des voyageurs du début du siècle. La tête coiffée de leurs grands chapeaux de paille, avec des pompons de laine, et les jambes entourées par des lanières de cuir. J'ai beaucoup voyagé, mais mes pas avaient besoin d'un lieu pour m'y poser, écrire. Je n'ai trouvé meilleure place que le Grand Soko pour y laisser une part de moi-même, disait Joseph Kessel. C'est sur cette place que le 10 avril 1947, le sultan Mohammed Ben Youssef, futur Mohammed V, accompagné du prince héritier Moulay Hassan et de la princesse Lala Aïcha, prononce le premier discours qui fait allusion à l'indépendance du Maroc. La place du Grand Soko est rebaptisée place du 9 avril, qui est le jour de l'arrivée du sultan Mohammed V à Tanger. La Casbah était le cœur de la ville. Elle domine l'ancienne Médina et le port. C'est une citadelle qui, bien que reliée à l'enceinte de l'ancienne ville fortifiée, la Médina, pouvait s'isoler pour devenir un réduit de défense capable de poursuivre la résistance et servir de refuge au gouvernement. À l'intérieur de sa muraille, la Casbah abritait le palais du souverain ou de son représentant, une mosquée, les services du trésor, un palais de justice, la prison, un vaste espace réservé à l'accueil de la population lors des cérémonies et des fêtes, ainsi que des magasins et un marché. Créé en 1921 par Ba Mohamed, le café Hafa, au décor très austère, a su résister à toutes les tentations du modernisme et à la folie de l'argent. C'est dans ce café mythique que s'est construite en partie la légende de Tanger. De Paul Bowles à Mohamed Choukri, de Jean Genet aux Beatles, aux Rolling Stones,
Jimi Hendrix, Sean Connery, William Burroughs et bien d'autres, tous les amoureux de l'âme tangéroise sont venus ici bavarder, écrire, peindre, boire le thé à la menthe ou fumer la chicha. Il est des lieux que l'on sait habiter, où l'on pressent que les vivants et les morts peuvent dialoguer en paix. Le café Rafa est de cela. Les Rolling Stones, ça n'était pas la première fois. Les Rolling Stones, ils sont venus, ça a été la troisième fois, je crois, ou la quatrième fois. Ça a été un village à côté de Qsar el-Kbir, Al-Srif. Ce village ils l'ont appelé Jajouka. Ça a été le village que tous les hommes de village, ils font que de la musique, que le tabl, le reta. Tous les hommes de village, ils font rien que la musique. Alors les Rolling Stones, ils ont commencé à venir là-bas quand Brian Jones était en vie. Il y avait les soirées de Tanger, il y avait des Anglais à la vieille montagne qui font des soirées. Il y avait des soirées géniales à Tanger. Il y avait la princesse Marthe Rospoli qui fait des soirées. Il y avait beaucoup de gens, David H. Il y avait... Moi, je connais un ami, Stewart Church, qui est maintenant un grand monsieur ici, à Tanger. Lui, il est venu pour une semaine. Ça fait 50 ans qu'il est là. Pierre Loti y vint et raconta sa visite en 1889. Est-ce alors que le jeune cadet de la flotte tsariste Rimsky-Korsakov passa à Tanger et que Scheherazade lui fut inspiré? Saint-Saëns demeura à l'hôtel Fuentes, et c'est là, dit-on, qu'il composa sa danse macabre. Les peintres Eugène Delacroix et Regnault, Mariano, Fortuny, Tapiro, l'espagnol Abascal, l'anglais Ben Nicholson y vinrent chercher la grande lumière, celle-là même qui trouva le lumineux Matisse. Écoutons Pierre Loti qui débarque le 26 mars 1889 à Tanger. C'est curieux même comme l'impression d'arriver est ici plus saisissante que dans aucun des autres ports africains de la Méditerranée. Malgré les touristes qui débarquent avec moi, malgré les quelques enseignes françaises qui s'étalent çà et là devant des hôtels ou des bazars, en mettant pied à terre aujourd'hui sur ce quai de Tanger au beau soleil de midi, j'ai le sentiment d'un recul subi à travers les temps antérieurs. Comme c'est loin tout à coup l'Espagne, où l'on était ce matin, le chemin de fer, le paquebot rapide et confortable, l'époque où l'on croyait vivre. Ici, il y a quelque chose comme un suaire blanc qui tombe, éteignant les bruits d'ailleurs, arrêtant toutes les modernes agitations de la vie, le vieux suaire de l'islam.
Elisa Chimanti, née à Naples en 1883, a résidé à Tanger, où elle a été parmi les éminentes personnalités de la ville durant la première moitié du XXe siècle. Son père, médecin et poète, s'établit en Tunisie avec toute sa famille en 1884, puis au Maroc, où il devient le médecin personnel du sultan Moulay Hassan. Il mourra en 1907 pour avoir avalé une potion empoisonnée dont il cherchait à découvrir les possibilités curatives. À Tunis puis à Tanger, Elisa fréquente l'école de l'Alliance israélite. En 1912, son mari, un comte polonais, tente de l'étrangler le soir de ses noces. Elle divorce quelques années plus tard. En 1914, elle fonde avec sa mère la première école italienne au Maroc. Elle fut également la première à fonder une institution prestigieuse, l'école italienne à Tanger, établissement d'avant-garde, interculturel et multiconfessionnel, comprenant le primaire et le secondaire. Toujours élégante, toujours le chapeau. Ses yeux pétillants d'intelligence. De rouge à lèvres. Une touche. Parce qu'elle aimait faire ça. Donc ça devient une toute petite bouche. Écrivain et ethnologue, journaliste, enseignante. Selon le curriculum vitae signé de sa main, elle maîtrisait parfaitement le français, l'arabe, l'espagnol, l'italien, l'hébreu, l'allemand, le portugais, le russe et plusieurs dialectes maghrébins. La douceur de la dame était unique. Avec quelle gentillesse il s'adressait à cette classe un peu sauvage. Il a su, comment dirais-je, mater tout le monde et calmer tout le monde et faire une amitié avec tout le monde. Pionnière dans de nombreux domaines, elle fut professeure d'arabe littéraire dans les médersas. Et ferrarissime, elle fut la seule européenne à enseigner dans l'école d'Abdallah Guenoun où sont formés les docteurs du Coran. Elle défendit les déshérités marocains envers et contre tout, surtout dans les journaux européens dont elle était la correspondante. Elle s'intéressa à l'écologie et même à la science-fiction. Dans le Tanger mondain, elle avait aussi son jour. Elle tenait un salon réputé tous les mercredis après-midi dans sa maison de la rue Ben Chimoul. Femme curieuse de tous les savoirs, elle se passionnait également pour la culture anti-islamique, les croyances primitives et païennes, dont on retrouve la permanence des rites, les cultes des eaux, des végétaux, des génies, dans son ouvrage de 1000 pages, Chants du Maghreb. Elle côtoyait aussi bien les gens du peuple que les intellectuels ou hauts dignitaires, toujours aux aguets et présente, ne ménageant pas ses efforts pour aider les plus malheureux. Elle créa l'association de bienfaisance L'aide fraternelle lors de la grande famille du Rif en 1941. Les personnes sont la source de son inspiration, surtout les femmes. Les femmes qu'elle observe comme une ethnologue, les relations qu'elles savent tisser, leurs ruses quotidiennes pour survivre, les moindres détails de la vie quotidienne, leur bassesse et leur héroïsme. Elisa va dédier toute sa vie à l'enseignement et à l'écriture. I poeti hanno cantato il profumo soave dell'incenso, le donne hanno vantato felici il profumo dei gelsomini e delle rose. Quale resina avrà lo stesso odore, l'odore caldo,
l'odore inebriante, l'odore guerriero della polvere dei combattimenti. È giunto portato dal vento l'odore della polvere, che gli uomini degni di questo nome e costringano l'ampiezza degli abiti con solidi. La perte de ses 3 sœurs et le manque de ressources rendent tragiques ces dernières années. Je vis dans la misère la plus lugubre, écrivait-elle dans une lettre poignante au président de la République italienne en 1964. Elle s'éteignit à l'âge de 86 ans en 1969. Chiquito, son chien, fidèle compagnon de tous les instants, qui frôlait l'admiration envers sa maîtresse, se laissera mourir de faim quelques jours après sa mort. Une sainte, cette femme. Elle allait sans but précis, en train de pleurer toute seule, parce qu'elle était vraiment dans la misère, perdue, abandonnée, tout le monde est parti et mort. Elle a tellement pleuré, elle a supplié Dieu, et puis elle m'a dit: j'ai vu un visage rayonnant, avec une barbe, qui me souriait à 2 reprises, au-dessus d'un nuage, un grand visage. Où étais-tu caché? Je te cherchais dans l'Arsa, au bord de la source. Je ne t'ai pas trouvé. Où étais-tu caché? Je te cherchais sous la tente, dans le Mekha. Je ne t'ai pas trouvé. Où étais-tu caché? Je te cherchais au cœur du Dard, et dans le riet frais, je ne t'ai pas trouvé. Où étais-tu caché? Je te cherchais sur la route, et dans le sanctuaire, je ne t'ai pas trouvé. C'est un chemin spirituel pour moi. Et c'est pour ça que pour moi, elle est très importante. Quand- C'est vraiment comme une mère spirituelle. Oui, oui. L'amour envers les animaux, les humbles, les pauvres. Jamais vu une femme pareille. Oui. Jamais. Jamais. Jamais, au grand jamais. Où étais-tu caché? Je t'ai cherché au cœur du Dard, et dans le riet frais, je ne t'ai pas trouvé. Où étais-tu caché? Je t'ai cherché sur la route, et dans le sanctuaire, je ne t'ai pas trouvé. La 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 la, 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 la 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 la. Tu étais caché dans mon cœur et dans mes pensées, Amina. Tu étais blotti dans ma poire.